toutes et à tous et bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Guillaume Klein, coach et athlète d'Ultra Endurance et j'accompagne à distance des sportifs dans l'accomplissement de leurs différents projets, que ce soit sur le plan de l'entraînement, de la nutrition ou encore de la préparation mentale. Et dans tous les podcasts, vidéos YouTube ou autres articles de mon site internet, j'évoque tous ces sujets-là. Donc je vous invite à aller consulter ou reconsulter les contenus déjà publiés et vous trouverez certainement des réponses à toutes vos questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à regarder les vidéos YouTube et sincèrement, merci pour ça. Votre présence, votre fidélité, vos retours, ça fait vraiment toute la différence. Mais petit rappel important, beaucoup d'entre vous écoutent régulièrement mais ne sont pas encore abonnés. L'abonnement, c'est gratuit, ça vous prend 2 secondes et c'est ce qui permet au podcast de gagner en visibilité. Et plus le podcast il va grandir, plus je peux vous proposer du contenu de qualité, inviter des intervenants inspirants, athlètes, coachs, experts dans leur domaine. Donc merci d'avance pour votre soutien. Aujourd'hui, pour l'épisode du jour, j'ai le plaisir de recevoir Julien Chaurier. Ultra trailer de haut niveau depuis près de 20 ans maintenant, Julien a participé aux plus grandes courses de la planète, avec notamment des victoires remarquées sur la Diagonale des Fous, la Hard Rock 100 ou encore la CCC de l'UTMB. Plus récemment, il s'est également lancé dans l'ultracyclisme, avec des épreuves comme le Bike-in-Man Corsica, la Race Across France ou encore la Gralps, et en étant tout aussi performant. Dans cet épisode, on va revenir sur son parcours de manière générale et essayer de comprendre ce qui le pousse encore aujourd'hui à pratiquer l'ultra-endurance. Mais surtout, on va s'intéresser à une particularité de son approche. Comment réussir à combiner ultra-trail et ultra-cyclisme au cours d'une même saison. On parlera également des différences et des similitudes qu'il y a entre les deux disciplines, de la préparation, de la gestion de l'effort, de la nutrition, du sommeil, et laquelle, selon lui, des deux est la plus difficile. Comment il passe de l'une à l'autre et quelles sont les principales erreurs à éviter. Julien va donc nous partager toute son expérience, mais aussi des conseils très concrets pour celles et ceux qui souhaiteraient passer du trail au vélo, du vélo au trail ou tout simplement pratiquer les deux. Bref, encore une fois, un épisode très enrichissant. Mais avant de vous laisser avec l'écoute du jour, juste une dernière information. La rentrée approche et c'est aussi le moment de commencer à réfléchir à votre saison 2027. Quels objectifs, quelles courses et surtout, comment construire progressivement votre préparation pour arriver au bon niveau, au bon moment. De mon côté, je vais rouvrir 5 places pour de nouveaux accompagnements individualisés autour de l'entraînement ou des formules plus globalisées avec la nutrition ou encore la préparation mentale. Je souhaite volontairement conserver un nombre limité d'athlètes pour pouvoir proposer un vrai suivi individuel. Je cherche donc pas forcément à remplir ces places rapidement et à tout prix, mais surtout accompagner des athlètes avec lesquels il y a une vraie adéquation, un projet motivant et un engagement pour construire quelque chose sur la durée. C'est pour ça que je vais fonctionner sur candidature. Donc, si vous avez des objectifs en tête ou simplement l'envie de structurer davantage votre pratique, j'ai mis mon calendrier en ligne dans la description de l'épisode. Vous pouvez répondre à quelques questions et réserver un premier échange téléphonique avec moi, simplement pour faire connaissance et voir si nous pouvons construire quelque chose ensemble. Voilà, maintenant je vais vous laisser avec l'épisode du jour. Je vous souhaite une excellente écoute ou un bon visionnage. Et si l'épisode vous plaît, pensez à liker, commenter et partager. Ça aide énormément. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Salut. Salut Julien, j'espère que tu vas bien. Bonjour Guillaume, c'est très bien, merci. Bon, bah, merci d'avoir répondu présent à cette invitation parce que c'est un petit peu le rush pour toi en ce moment là. Il y a un gros événement qui se prépare pour toi la semaine prochaine avec bah, les courses de l'UTMB. Bah, tu vas justement nous dire un petit peu tout ça. Peux-tu te présenter et justement décrire tes activités un petit peu actuelles? Toujours en lien bah, avec le trail, l'ultra trail, et puis on va y revenir. Le but aujourd'hui, c'est de faire un petit peu le lien entre l'ultra trail et l'ultra cyclisme parce que tu t'y es mis aussi. Mais là, actuellement, tu es pris par un gros événement. Donc, explique-nous tout ça.
Oui, bonjour, je viens de Chaurier, là, moi je suis basé en Savoie et j'ai fait pas mal d'ultra-trail depuis une vingtaine d'années et là maintenant, depuis 2 ans, j'ai un peu franchi la barrière côté Orga et je suis directeur des sports pour le groupe UTMB. Donc voilà, sur l'ensemble des événements UTMB à travers le monde, donc les 65 courses. Et là, on est à une petite semaine du début de l'ultra-trail du Mont Blanc, les courses à Chamonix. Donc l'actu est un peu chargée. Et il y a une différence entre l'organisation de l'UTMB et quand même des autres courses, on va dire, vu que c'est l'événement phare, on peut dire que c'est la finale, quoi, en gros, hein. C'est clairement défini comme la cible finale. Après, l'organisation est bien sûr différente parce que c'est le plus gros événement et au niveau des ressources, il y a un peu plus de moyens qui sont mis sur cet événement-là. Après, sur les autres événements, en fait, certains ont des prestataires locaux qui vont travailler un peu plus sur l'événement. Lorsque là, à Chamonix, c'est principalement en interne que tout est réalisé. Ok. Et toi, ton rôle là-dedans, alors, c'est quoi exactement? Mon rôle, il est vraiment en lien avec tous les athlètes élites, top élites, pour clarifier les choses dans la communication avec eux en amont, qu'ils se qualifient bien sur les bornes courses, faciliter leur venue sur les courses, leurs inscriptions et faire évoluer le système, que les règles sportives évoluent avec le sport et notamment l'antidopage, les prize money. Donc c'est tous des sujets très importants pour nous. Ouais, puis en plus, toi, étant athlète, tu as vraiment le regard quand même terrain par rapport à ça, quoi, hein. Voilà, l'objectif, c'était vraiment être là en tant que maillon qui fait le lien entre le côté orga et les athlètes que j'ai beaucoup côtoyé ces dernières années et que je continue à côtoyer. Ok. Donc ça, c'est ta principale activité, on va dire, au niveau professionnel, ou tu as d'autres choses que tu fais? Non, non, c'est mon activité principale et c'est bien suffisant. C'est un bon temps plein. Ok, ok. D'un point de vue sportif, comme tu l'as dit, tu as pratiqué beaucoup l'ultra-trail, mais tu viens à la base quand même du cyclisme classique. Tu peux nous décrire un petit peu ton parcours sportif de manière générale? Ouais, si on fait un petit résumé accéléré, c'est peu de pratique, on va dire, sportive jusqu'à 15-16 ans. Après, j'ai fait une année, 6 mois d'athlé en arrivant en première au lycée et je me suis blessé, une périostite. Et on m'a dit c'est normal quand on commence à courir, mais moi j'ai arrêté de courir. Donc là, j'ai stoppé. Je me suis mis à faire du vélo à peu près à cette période-là et attaquer petit à petit les compétitions. Donc un bon niveau amateur, en gros, pendant une dizaine d'années, quoi, de 16 à 26 ans. Et pris par la vie professionnelle et un loisir très chronophage qui était le cyclisme. Ça me coûtait de l'argent, je n'y gagnais pas grand-chose. Et ben j'ai arrêté le vélo pour me mettre quelques mois plus tard à la course à pied par le côté accessibilité du sport. Ça me permettait sur des déplacements professionnels de pouvoir courir le matin avant les rendez-vous. Il n'y avait pas de vélo à trimballer. Donc vraiment, je me suis mis à courir à 26 ans, donc il y a 20 ans, par ce côté facilité. Et du coup, tout de suite, parti sur du long et du très long à pied. Ouais, tout de suite, tu as eu une appétence quand même pour le long et le très long, ou c'est venu progressivement? On va dire, c'est venu progressivement avec une pente très raide, parce que j'ai commencé à courir en septembre et j'ai fait un 20 km. En octobre, je faisais la Saint-Élion. Ah ouais, Et ouais. en août suivant, je faisais la CCC et en août, encore l'année d'après, l'UTMB. Donc, ça a été du 0 à 100 miles en 2 ans. Ok, ok. Et t'as pas eu de problématique d'adaptation, de blessure ou de choses comme ça, ou ça a été par rapport à ça? Non, non, ça a été, hein, je pense, où ma pratique a été raisonnable, où j'ai de la chance, mais en 20 ans, j'ai pas connu de blessures significatives. Ok, ok. T'as fait les plus grandes courses, hein, quand même, on peut le dire. T'as eu de très très bons résultats sur les plus grandes courses, hein. On peut les citer, l'UTMB, la Diagonale des Fous et d'autres encore. Peux-tu nous rappeler un peu tes faits d'armes sur les plus grandes courses que tu as réussi et réalisées, quoi? Si on fait un peu chronologiquement, quoi, il y a une victoire sur la CCC, une troisième place à l'UTMB, 2 victoires à la Diagonale au Grand Raid de la Réunion, une victoire aussi à la Hard Rock aux États-Unis, autour du mont Fuji. Ouais, vraiment eu un peu mis des petites pierres un petit peu de partout. Ouais.
Ok. C'est quoi ton plus beau souvenir par rapport à ça? Ta plus belle victoire ou ton plus beau souvenir de trail ou d'ultra? Mais c'est assez difficile et j'ai du mal à sortir un, mais il y en a deux parce qu'ils sont totalement différents. C'est une première victoire à La Réunion parce que c'est une ambiance festive qui est incroyable. J'ai la chance d'avoir ma famille qui était là, donc une grosse fête partagée et un peu, pas à l'opposé, mais presque à l'opposé, à la Hard Rock, où c'est une intensité des courses tellement dures avec des passages à 4000 mètres d'altitude et où on finit déjà, on démarre une course, où il n'y a pas d'arche de départ, on finit la course, il n'y a pas d'arche d'arrivée. À l'époque, j'arrive, il y a 10 personnes au bord du chemin et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ouais, c'est plus intimiste, quoi, hein, ces types d'organisation-là, quoi, hein. Tu t'es mis plus récemment, là, justement, à l'ultracyclisme. Pourquoi, après toutes ces années un petit peu passées dans le trail, l'ultra-trail, parce que du coup, tu as quel âge, là, actuellement? 45 ans, ouais. Ouais, donc une vingtaine d'années de pratique de trail et d'ultra. Pourquoi, pour changer un petit peu d'environnement, comment tu t'y es mis, comment tu as découvert ça? Explique-nous un petit peu. Bah, ça a toujours fait partie de ma passion, le vélo. Je faisais du vélo, mon premier 200 kilomètres, j'ai dû le faire, je devais avoir 16 ou 17 ans. Partir 2 jours en vélo avec un copain, pareil, j'avais pas 18 ans que je partais faire des balades de 400, 500 kilomètres en 2 jours. Donc Oui. ça, c'était déjà quelque chose qui me plaisait et c'est ce qui m'a plu tout de suite dans l'ultra trail. Et c'est pour ça que je suis pas passé par le trail, parce que moi je suis passionné de voyage, de découverte, de montagne. Et du coup, je l'ai retrouvé dans l'ultra trail. Et je l'avais déjà dans le vélo à l'époque. Et là, ces dernières années, j'avais en fait, je me suis donné un peu plus le temps dans le calendrier pour mettre un peu plus de vélo. Donc, j'avais fait des 500 kilomètres en gravel il y a 3-4 ans, quoi. J'avais commencé sur des 300, 500 kilomètres. Et voilà. Et maintenant que mon activité professionnelle s'est un peu détachée de ma pratique sportive, bah, je me considère plus à basculer côté sport loisir que sport professionnel. Bah, ça m'ouvre des opportunités où si je suis pas, moins performant en trail, et c'est la réalité puisque je cours moins et que je vieillis, et bah, c'est pas grave et je m'en fiche, mais ça me permet de m'amuser aussi sur le vélo. Ok, ok. Pour revenir à ça par rapport à l'âge, tu as remarqué une bascule par rapport à quand? Parce que on va dire que tu as quand même 20 ans de longévité dans cette pratique. Et aujourd'hui, je trouve que quand même c'est plutôt rare. Et tu vois, pour observer la pratique de l'ultra-trail, justement, je trouve qu'il y a beaucoup de cycles et qu'on voit, tu vois, certains performer sur voilà, une courte période de 4 5 ans en gros, et qu'après il y a de nouveaux cycles qui s'ajoutent, alors que toi, tu es quand même présent là depuis 20 ans. C'est dur dans ces sports d'ultra là quand même d'être résilient et régulier tout au long de ces années, quoi. Oui, mais j'ai été, je pense, porté par la passion et je le suis toujours, hein. Et cette année, j'ai pas encore fait. Non, pardon. Je vais refaire des ultras parce que j'ai fait un 300 km en février. J'avais déjà oublié, tu vois. Mais voilà, quoi. J'ai toujours l'envie. Peut-être passer plus sur un mode aventure que performance pure, parce que honnêtement, je reprendrai plus le départ d'un UTMB parce que l'UTMB, je pourrais plus le courir comme je l'ai couru. Ça, j'en suis conscient. Et d'aller courir l'UTMB pour le finir en 24 heures, c'est exceptionnel. Mais c'est pas ça qui me fait vibrer Ouais, je aujourd'hui. Je comprends. préfère aller découvrir une autre course et m'amuser sur les chemins. Ok, ok. Donc voilà, aujourd'hui, tu considères le vélo comme un complément à ta pratique de trail ou vraiment comme une seconde discipline à part entière? Je l'ai, je l'ai considéré pendant, on va dire, les 18 ans, à part les 2 dernières années, comme un réel complément où j'intégrais en complément le vélo. Et là, depuis 2 ans, quand je me préparais en vélo, j'ai splitté mes saisons en deux parties avec une préparation vélo et après une partie où c'était vraiment préparation trail. Ok, ok. Et selon toi, c'est quoi les qualités communes qu'il faut et les principales différences qu'il y a un petit peu entre les deux disciplines? Qu'est-ce que tu as pu identifier, toi? En fait, déjà, la grosse complémentarité dans les deux sens.
C'est-à-dire que pour faire de l'ultra vélo ou pour faire de l'ultra à pied, à mon avis, on ne nous demande pas d'être ultra performant et spécifique. Ça demande d'être robuste. Et pour moi, un gars qui fait de l'ultra trail, pour être robuste, faut faire des heures de vélo à côté pour être robuste, renforcer les cuisses, etc. Et pour être robuste sur un vélo pendant 30, 40, 50 heures, eh ben, aller courir, je pense que ça fait travailler le dos, ça fait travailler différemment. Ça permet, je pense, de moins subir les heures sur le vélo. Donc, je pense que les deux sont assez complémentaires sur cette pratique ultra. Ok, ok. Donc pour toi, avoir un gros moteur d'endurance, tu penses que ça suffit pour performer dans les deux disciplines ou la spécificité, elle reste quand même indispensable après par rapport à ça? C'est-à-dire, si tu veux vraiment performer en ultra trail ou vraiment performer en ultra cyclisme, tu es obligé quand même de passer par un peu plus de spécifique, je pense. Ah mais complètement. Et on est à peu près peut-être sur la règle 80-20. Si je veux performer en ultracyclisme, le trail passe à 20%, et pour performer en ultra trail, c'est le vélo qui va passer à 20%. Donc là, c'est vraiment important. Et je pense que la transition de l'ultracyclisme au trail va être beaucoup plus longue que la transition du trailer à l'ultracycliste. Ouais. Euh, pour moi, elle est clairement plus facile. Et Ah bah oui. d'ailleurs, là, j'ai coupé quasiment le trail de février à fin juillet. Au bout d'un mois de reprise de la course à pied, là, je reprends du plaisir et un peu de souplesse et d'aisance à courir. J'ai eu le 15 premiers jours où je me suis dit, quel sport difficile avec des Ouais. courbatures au quad qui duraient 3 jours à plus pouvoir marcher. En me disant, ah mince, putain, c'est un sport ingrat, hein. Je cours pendant 20 ans à faire des centaines de milliers de mètres de dénivelé. J'arrête 5 mois et derrière, je fais 1000 mètres de dénivelé, je peux plus marcher, hein. Ah, mais je suis totalement d'accord avec ça parce que je te dis, je suis dans le cas, hein. J'ai switché plus sur l'ultracyclisme et à ne faire quasi que ça par rapport au trail. Et à chaque fois que je reprends en hiver ou que je me dis, bah, allez, je vais me lancer un défi d'ultra trail parce que j'aime ça, bah, je suis rattrapé par le fait que, effectivement, structurellement, le corps, il est plus du tout adapté, quoi. Donc, ouais, c'est difficile de se dire que de switcher justement de l'un à l'autre et de trouver la bonne recette comme tu le fais, je trouve que c'est compliqué. Et puis, il faut pas lâcher ni l'un ni l'autre, quoi, en fait, c'est ça. Ouais. Bah, en fait, pas lâcher le vélo quand on fait beaucoup de trail, pour moi, ça me paraît facile parce que la sortie vélo, elle va pas faire mal. Mais quand on est vraiment en prépa vélo, intégrer des sorties course à pied, j'ai essayé de le faire et je l'ai peut-être pas assez fait. C'est pas évident parce que les jambes sont dures, c'est pas forcément agréable. Mais après, tu Donc, trouves plus tes voilà. sensations sur le vélo, c'est ça? Bah, c'est surtout pendant la course à pied que je trouve pas de sensation. Après, Ouais. sur le vélo, ça me dérange pas. Mais c'est là que c'est pas évident. Et du coup, cette année, j'ai fait le choix vraiment de caler en février, j'avais un objectif aventure avec le Challenge for Trail à Hong Kong qui faisait 300 km. Je me suis dit, bah, c'est très bien. Tout l'hiver, je vais faire de la course à pied. Les conditions météo seront moins bonnes. Le vélo, j'en ferai s'il fait beau une fois par semaine, peut-être. Et à partir de février, j'avais mon objectif vélo qui était fin mai au Biking Man en Corse. Et je me suis dit, bah, de février à mai, vélo. Et après, j'enchaînais sur gravel, sans gravel mi-juillet. Et je me suis dit, comme ça, je fais vraiment ce bloc presque de 6 mois vraiment orienté vélo. Et après, je me remets à courir pendant l'été pour préparer. Là, je vais faire la MCC. Ça va pas être très compétitif, mais en Ah, mode, j'ai quand même envie de m'amuser sur la course. Donc, c'est pour ça que je me suis remis à courir pour c'est la semaine prochaine. Donc, ça arrive vite. Sur la MCC qui fait 40 km et pour repartir derrière sur un 100 km en septembre. ok, 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 ok. Et donc ça, tu le réfléchis un petit peu, comme tu le disais, plus au plaisir actuellement, ou tu as vraiment quand même, en fin d'année, par exemple, tu te poses et tu dis, bon voilà, l'an prochain, je vais faire telle et telle épreuve, et tu construis ta saison en fonction de ça, ou c'est un peu plus désordonné maintenant aujourd'hui? Non, en fait, c'est comme ça l'a toujours été sur un programme que Trail, où je mets les principaux objectifs et après je construis autour. Et là, en fin d'année dernière, les deux objectifs principaux, il y en avait trois, quoi. Il y avait trois objectifs. Il y avait vraiment cette aventure en trail en février. Il y avait le Biking Mind en Corse et Graal. C'était vraiment les 3 points. Et je me suis dit, ça peut fonctionner. Surtout que c'est Donc, trois choses quand même différentes parce que
tu parles d'un bike in man, t'as fait le bike in man mais Corse route, hein, pas Oui, gravel. le 1000 km en route, ouais. Alors que le Gralps, après, c'est gravel, quoi, mais c'est gravel plutôt engagé quand même. Ah, non, le Graal, cette année, c'était difficile, mais pas trop technique, quoi. C'est mon point de vue, hein. J'ai quasiment tout passé sur le vélo, donc c'était des pentes raides, mais c'était du vélo. Mais et du coup là, je me suis dit c'est bloc pass. Et après, ça a été un peu plus comment faire la transition à partir de juillet sur la fin de l'année avec plein de possibilités, opportunités. Là, il a fallu jongler pour voir ce qui était faisable. Mais comme je suis que maintenant plus orienté plaisir que rechercher la perf, je suis conscient que si je voudrais vraiment être performant en vélo, bah, faudrait que je le fasse plus que 6 mois par an. Et si je voudrais rester performant en trail, il faudrait pas que pendant 6 mois, je me concentre au vélo. Ça, j'en suis clairement conscient. Mais je recherche plus la performance en absolu. Je recherche vraiment maintenant le côté plaisir, m'amuser, tout en étant le meilleur de moi-même, clairement. Ok. Mais en sachant que les curseurs, si je veux les mettre un peu plus haut, si je veux gagner 1 heure ou 2 sur Biking Man ou Gralps, bah, je sais qu'il faudrait que je reste sur du vélo maintenant et l'hiver prochain. Mais est-ce que ça change quelque chose que je mette 2 heures de plus, de moins, que je fasse premier, deuxième? Non, moi, ça ne change rien. Donc, c'est Ouais, bien grave. ouais, ouais, ouais. Oui, en fait, il faut accepter de faire certains compromis si vraiment tu veux allier les deux. Ou alors, bah, pour atteindre vraiment le plein potentiel, comme tu le dis, bah, il faut se concentrer comme toujours sur quand même la spécificité. Sachant qu'en plus, voilà, je pense encore plus si tu veux pratiquer l'ultra trail parce qu'il y a bah, tous ces chocs, etc. Et structurellement, le corps doit s'adapter différemment et construire différemment que par rapport à du vélo, quoi. Tu vois? Ouais, complètement. Ouais. Euh, T'as pas envie de te lancer davantage justement dans cet ultracyclisme et d'optimiser le côté performance parce que tu vois, je fais toujours l'analogie, je me dis qu'un peu l'ultracyclisme là actuellement, et c'est un peu comme l'ultra trail d'il y a une dizaine d'années, tu vois, on ressent un peu ça se professionnalise un petit peu, tu sens il y a un peu plus de cadre qu'il y a encore 4 5 ans. Toi, tu vois pas l'opportunité là-dedans de justement bah, avoir entre guillemets une seconde carrière sportive dans ce milieu-là? C'est, j'allais dire oui et non. Après, ce serait un investissement qui est pas évident. Ça voudrait dire difficulté compatible avec ma vie professionnelle actuelle. Donc voilà, après, pour être honnête, ça fait 2 années que je suis inscrit à la Race Cross France en 2005, que j'annule l'inscription parce que bah, justement, ça colle pas dans le programme à la fois pro, perso, les autres choses. Et du coup, bah, j'en suis conscient, j'ai envie d'y aller. 2027, ça risque d'être compliqué encore, mais j'ai envie d'y aller sur des courses à la fois un peu plus longues. Et après, si je prépare une Race Cross France sur un 2005, je pense que j'étendrai la phase de prépa un peu en amont. Et du Ok, coup, ce serait certainement orienté vraiment au vélo bah, du début de l'année jusqu'au mois de juin, quoi. ok, ok, ok. Euh, Par rapport aux adaptations, etc., que tu pu identifier, euh, quelles sont les adaptations un petit peu qui sont propres vraiment à l'ultracyclisme? Qu'est-ce que tu as pu identifier au-delà du caractère, je suis un athlète d'ultra-endurance, qu'est-ce que pour toi il faut pour justement réussir dans ce milieu-là et bah, au-delà de la réussite, elle est individuelle, hein, bien évidemment, mais pour atteindre ces différents objectifs, tu as parlé de robustesse tout à l'heure, mais c'est quoi les autres qualités selon toi? Je pense qu'il y a 3 points vraiment clés et différents entre le l'ultracyclisme et l'ultra trail. Un des premiers points en ultracyclisme, il faut, et c'est là que moi je prends aussi beaucoup de plaisir, passer un peu plus de temps sur les cartes en amont, à regarder les points de passage où on peut se ravitailler, pour optimiser son matériel, etc. Un peu plus qu'en ultra trail où globalement maintenant on sait qu'on va retrouver des ravitaillements toutes les heures et demie, Oui, oui, parce qu'il y a éventuellement l'autonomie de en l'assistant. ultracyclisme. Voilà. Et cette autonomie, elle demande pas mal de travail. Et ça, c'est un truc qui m'amuse énormément. Le deuxième point, c'est le sommeil qui est beaucoup plus dur et critique en ultracyclisme qu'en ultra trail.
En ultra trail, j'ai jamais été embêté par le sommeil jusqu'à 40-45 heures. En ultra cyclisme, une nuit dehors, pour X raisons, ça peut être l'enfer. Ah, mais je suis Et tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, je trouve ça pareil, hein. J'avais fait la Diag en 2017. Bon, je suis pas dans tes chronos parce que j'avais mis 32 heures, tu vois. Mais ça me faisait 2 nuits quand même. Tu vois, je suis arrivé au petit matin. Mais j'ai jamais ressenti. Alors, oui, il y avait de la fatigue, mais j'ai jamais eu ce côté. Je dois piquer du nez, je dois m'arrêter pour dormir, etc. Alors qu'en ultracyclisme, une nuit, ça passe, mais la deuxième nuit, moi, je m'endors sur le vélo, c'est horrible, je trouve, tu vois. ouais, donc c'est plus difficile et plus dangereux. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment, faut en prendre conscience et bien le gérer, hein. Moi, j'ai appris, j'ai fait des erreurs et maintenant, où j'ai trouvé ça génial, c'est sur le Biking Man en Corse, où je suis sur, moi, j'ai plus notion, combien de temps j'ai mis. J'ai eu 2 nuits complètes. On est parti le matin, j'arrive le matin, peut-être 48, 50 heures, entre quelque chose comme ça. Et les 2 nuits, elles sont passées nickel avec 2 siestes de 11 minutes. La première nuit 11 minutes, la deuxième nuit 11 minutes, et pas subi le sommeil, ça a été bien comme il faut. Parce que j'ai appris à m'écouter justement et pousser, et dès que je le sens pas bien, je me pose et je dors. Et là, j'arrive à shifter et tout de suite les dormir profondément, et derrière, je me réveille, je suis bien et ça m'a fait passer la nuit. Donc je sais que 2 nuits maintenant, j'ai un peu les clés pour les passer. Plus, ce serait différent une race cross sur 5 jours. Faut peut-être plus passer à 3-4 heures par nuit. Je l'ai encore pas expérimenté, Ouais, mais je pense que ce sera non, mais c'est ça. la solution. Et ensuite, le troisième point qui est vraiment différent, et dans ce cas-là, il est beaucoup plus facile en vélo qu'en trail, c'est l'alimentation. Parce qu'en fait, étant assis sur le vélo, on peut manger quoi? Moi, je peux manger tout et n'importe quoi en permanence. C'est Donc, vrai. pour des raisons d'organisation, on va dire, je suis autonome à 80% sur mon vélo. Donc, je vais partir avec 1,5 kg de nourriture et 1 kg de poudre pour quasiment être autonome. Ah, Mais tu derrière, fonctionnes avec quoi? Tu fonctionnes avec quoi? T'es suivi par une marque ou t'as un peu de tout? je suis suivi par Baou. Donc, je vais dire, j'ai à 90% du Baou. Et après, c'est de l'alimentation solide variée, différentes choses. Et je sais que j'ai mes bases. Comme ça, si les magasins, les boulangeries sont fermés, pas inquiet. Et pour moi, bah, la clé, c'est de la boisson, quasiment pas un bidon sur 2 jours, sans mettre électrolytes et énergie dedans. Ouais, Et tu raisonnes en termes de... On parle aujourd'hui beaucoup de grammes de glucides par heure. Tu raisonnes comme ça quand c'est très long ou tu fonctionnes un peu plus à l'instinct ou tu as un peu une stratégie un peu... où au début tu comptes un peu, puis après, bon, au fur et à mesure des heures qui s'égrènent, on s'adapte plus qu'autre chose. Non, j'ai une stratégie assez hybride, hein, où en gros, je planifie vraiment ce que j'ai sur moi pour en gros, en vélo, c'est de la faible intensité, hein, donc je suis à peu près, je sais, à 60 grammes par heure de glucides. Et, euh, et après, je rajoute ce qui revient dessus à l'envie, c'est-à-dire une boulangerie, une épicerie, un sandwich, une bouteille de coca. Et ça se fait naturellement, mais je sais que j'ai ma base que je porte et ça me permet d'être serein. Et après, je sais que je prends des petits plus. Et comme dans tous les cas, on mange et on boit jamais assez, les petits plus, et ben, ils passent toujours très bien, quoi. Ok. Tu trouves que c'est plus dur de subir le manque d'énergie en vélo qu'à pied? Je l'ai jamais vraiment subi de manière difficile en vélo. Mais en vélo, il y a un avantage, c'est que déjà, il y a sur le plat, même si t'es cuit, tu avances au moins à 20-25 à l'heure en étant bien cramé. Les descentes, ça descend tout seul. Bon, les montées, ça peut être compliqué. Là, sur Graal, c'est quand tu as des montées à presque 20%. Vaut mieux pas une panne d'énergie parce qu'autrement, tu montes pas. Mais en trail, le problème, si tu as une panne d'énergie, tu es assis sur un caillou à la montée, sur le plat et en descente. Donc, en vélo, tu as une panne d'énergie, tu continues d'avancer doucement. En trail, tu as une panne d'énergie, ça avance plus. Donc, ça peut devenir très long. Ok. Au niveau gestion mentale, euh, tu trouves qu'il y a des similitudes ou vraiment de grosses différences? Qu'est-ce qui te demande le plus de ressources, justement? Ah ben, je pense que pour moi, l'ultra trail est beaucoup, beaucoup plus dur que l'ultracyclisme. L'ultracyclisme, j'ai jamais mal. Euh, j'ai un peu mal aux jambes, mais ça s'arrête là. Quand c'est vraiment raide, s'il faut forcer.
lorsqu'en ultra trail, il y a un moment, chaque appui à la descente, les cuisses ont Mm. mal, les pieds ont mal, c'est vraiment dur. Ça, je le vis beaucoup moins en ultracyclisme. Ouais, mais je suis d'accord sur le côté au niveau douleur corporelle. Mais par contre, quand je trouve que résister à ce temps beaucoup plus long, parce qu'on parle d'épreuves quand même beaucoup plus longues, et puis notamment avec ce cadre sommeil, ça, je trouve que mentalement, des fois, c'est plus difficile sur ce côté-là que par rapport à l'ultra trail, tu vois. Oui, il y a peut-être la durée, mais aussi le fait qu'il n'y ait pas d'assistance, du coup, on voit personne, on est vraiment autonome. Mais en fait, moi, je trouve ça génial, quoi. Et donc, je m'y retrouve beaucoup là-dessus. Et jusqu'à présent, hein, la prochaine fois que je ferai un ultra vélo, je vais peut-être le subir, mais que jusqu'à présent, sur deux jours et demi sur le vélo, bah, j'ai globalement passé beaucoup de bon temps et rarement subi. Donc Ok, ok. mentalement, j'ai pas eu vraiment pas eu de soucis. Je me sentais vraiment heureux d'être là et de faire ce que je faisais, donc c'était cool. Ok. Euh, Comment tu prépares justement une épreuve comme ça, un peu dans les grandes lignes, que ce soit sur, par exemple, imaginons demain, tu as une épreuve, là tu parlais d'un 300 km en ultra trail, en gros, hein, une grosse semaine d'entraînement, et comment tu prépares justement une épreuve d'ultracyclisme, là comme en Corse, c'était 1000 bornes, on va dire une grosse semaine d'entraînement, ça peut représenter quoi chez toi? Bah, en fait, maintenant, ça fait 2 ans que je m'auto-entraîne et que je fais tout au feeling et à l'envie. Et en fait, le gros du volume, je le fais vraiment réparti sur toute la semaine, dans le sens où pour le vélo, par exemple, quand j'ai cherché vraiment à faire des kilomètres, j'habite Chambéry, on a nos bureaux à Annecy. Donc, j'ai essayé de faire quasi au moins 2 fois dans la semaine du vélo au taf. Donc, le matin, j'y allais en direct, donc c'est 2 heures de vélo. Et le soir, je rentrais en faisant un détour dans les Bauges, je fais 3 heures de vélo. Et donc, du coup, sur la journée, j'ai fait 5 heures. J'essaie de faire ça 2 fois dans la semaine. Et le week-end, je fais une sortie de 3 heures et une sortie de 5 heures. Donc, à la sortie, ça fait 18 heures de vélo et elles sont réparties comme ça. Et que ce soit à pied ou en vélo, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de séance. Donc, je vais rouler. Le week-end, des fois, s'il y a des copains, bah, de temps en temps, ça fait des cols un peu vite ou des pancartes. Bah, la séance, elle se retrouve indirectement à ce moment-là. Mais je fais pas de travail spécifique et en trail, bah, c'est un peu la même chose en fait. Je fais Ok, pas mal de footing entre midi et deux. Donc la semaine, c'est des entraînements d'1 heure et demie. Et le week-end, 2, 3 heures samedi, pareil les dimanches. ok. Mais à tes grandes époques où tu faisais vraiment enfin, de l'ultra trail, t'avais quand même, là, t'étais coaché, t'avais une Ah, structure? ah ouais, de mes débuts il y a 2 ans, j'ai toujours été coaché hein, par différents coachs. Des approches, c'est marrant, c'est de changer de coach. Ça, t'as l'impression que ça change tout, mais en fait, globalement, tu retrouves derrière la même chose, ce Ouais, qui est un peu rassurant hein, dans un sens. ouais. Mais du coup, voilà, pendant 18 ans, j'ai été coaché et je faisais de la piste, des séances de côte, du tempo à plat, et ça m'éclatait de faire ça. Et même de temps en temps, là, quand je vais m'y remettre peut-être en septembre, quand le mardi soir, il y a une séance de piste à Annecy, ça m'étonnerait pas d'y retourner faire une séance de piste parce que ça m'amuse d'aller tirer la bourre avec les copains, quoi. Ok, ok, ok. Euh, Là, avec ton expérience, parce que bon, tu es beaucoup à l'écoute de toi-même, hein, plus, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est plus on a cette régularité dans les années quand même, et plus on se connaît, on connaît ses sensations, etc. Justement, comment tu gères cette partie aussi pacing, gestion de l'allure, d'effort et ça? Tu es vraiment à l'écoute de toi, tu utilises des outils, de la data, etc. ou pas du tout? En fait, c'est assez contradictoire. Je suis un fan de la data, mais en course, je regarde pas ma montre. Et en fait, j'aime bien, je m'écoute, c'est-à-dire je vais partir sur un ultra. On me dit, ah, t'es pas parti trop vite. Je fais, non, mais je pouvais pas aller plus vite. Clairement. Et en fait, je pense que c'est des allures qui me sont ancrées en moi. Là, le week-end dernier, j'ai fait un trail de 20 bornes. Bah, j'ai juste eu l'impression d'être à fond pendant 20 bornes. Donc, j'ai pas, donc là, je pense que les allures, j'arrive à peu près à me gérer de manière automatique à l'effort demandé. Et j'ai fait un KV, c'est pareil, quoi. J'ai fait un KV, c'était un KV assez long, c'était 50 minutes à bloc. Et ben voilà. Et après, j'adore regarder
ma courbe cardiaque, les watts, et de voir par exemple qu'au niveau cardio, bah, c'est un beau palier, il n'y a pas trop de dérives sur 1 heure, 2 heures d'effort. Globalement, pas de regret. Je me dis, je pouvais pas aller plus vite. Ok. Et sur un ultra, tu fais partie de l'école de ceux qui partent plus rapidement et puis qui serrent les dents sur la fin. Tu es une stratégie plutôt conservatrice et tu montes en puissance ou quelqu'un qui est plutôt linéaire? Ça dépend. C'est ce que je dis à tous les athlètes que j'accompagne. Ça dépend un peu de la psychologie de chacun. Il n'y a pas vraiment une recette quand même, hein. Non, après, j'ai souvent eu une stratégie indirecte en ultra qui était de partir avec la tête de course pendant 50-60 kilomètres et être parmi les premiers à péter du groupe de tête parce que et, baisser la tête jusqu'au centième, 110e et à partir de là, être un peu en mode Pac-Man et remonter la course parce qu'en fait, les athlètes qui étaient avec moi dans ce groupe ont poussé un peu plus loin que moi en général et ont décroché après et décrochent un peu plus fort. Alors, et sur les derniers ultras, la grosse évolution les dernières années, c'est que ces athlètes qui partaient vite, ils tiennent la même allure jusqu'à l'arrivée maintenant. Et c'est pour ça que maintenant, l'UTMB, bah, il se gagne sous les 20 heures, lorsqu'avant, il se gagnait en plus de 21 heures. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. On voit des différences de stratégie. Et puis en fait, les athlètes aujourd'hui, ils sont capables, comme tu le dis, de résister à. Bah, après, il y a tout, hein. Je pense que c'est un tout. Toi qui as vu l'évolution, là, justement, tu mettrais cette évolution un petit peu des chronos de l'UTMB sur quel plan, la meilleure préparation. Il y a eu aussi l'avènement quand même d'une meilleure connaissance de la nutrition aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un point fondamental, ça, hein, aujourd'hui, hein. Ouais, après, c'est globalement la réelle professionnalisation du sport avec un entraînement qui est bien meilleur, des athlètes qui ont beaucoup plus de temps pour se préparer, qui sont mieux encadrés, que ce soit sur la prépa physique, que ce soit sur l'entraînement de manière générale, que ce soit sur la nutrition, le matériel aussi a bien évolué. Donc mis bout à bout, on voit que ça a progressé bah, d'une dizaine de pourcents les perfs en 10 ans, hein, globalement, je pense. Oui, puis il y a beaucoup aujourd'hui, bah, on l'a vu hein, l'année dernière avec Tom Evans et Joseph Mestrallet là, et justement il y a eu beaucoup de data et bon, certains s'y mettent, d'autres non, hein, mais on va dire que quand même l'avènement aussi de ça a changé un petit peu la discipline et on se rapproche du cyclisme classique, on va dire, dans la gestion de Ouais, tout tout ça. à fait. Tout à fait. Et avec toujours des athlètes qui restent très à l'écoute de leurs sensations. Je pense qu'il y en a certains, on parle de data, ils veulent pas s'en occuper. Et un Jim Wansley a jamais eu de coach et a eu les résultats qu'il a maintenant, hein. Ouais. Donc, il a jamais fait de séance. Il s'est toujours entraîné tout seul de son côté à partir faire des sorties. Et ça fonctionne parce que, et comme Kylian pendant très longtemps, c'est des personnes qui vont réussir en fait à travers le volume qu'ils font à tout développer pour être au meilleur niveau. Ok. Tu penses que le vélo, il fait de toi un meilleur ultra-trailer et inversement que le trail fait de toi un meilleur ultra-cycliste ou il n'y a pas de relation? Bah, comme on en parlait tout à l'heure, je pense que oui, dans les deux cas, si on reste sur un pourcentage assez faible du sport secondaire. Donc, le vélo va faire de moi un meilleur ultra-trailer. Et je pense qu'à l'heure actuelle, la majorité des ultra-trailers font un peu de vélo. Et en ultracyclisme, je pense que de faire un peu de trail peut éviter certaines pathologies. Même si certains disent oui, mais la course à pied, ça fait mal aux genoux, ça fait mal au dos. Bah Ouais. justement, ça renforce la structure. On voit bien maintenant même des cyclistes pros qui font sur la période un peu plus off se mettent vraiment à courir parce que le vélo étant un sport porté, en fait, au niveau densité Osseux. osseuse, en fait, voilà, et ben il y a plus de choc. Et du coup, ces petits chocs à dose modérée entraînent une consolidation osseuse. Et donc, un peu de course à pied peut peut-être éviter de la fracture de fatigue sur du cycliste. Après, on voit qu'il y en a de plus en plus de fractures de fatigue chez les coureurs, parce que là, on est sur des charges qui sont très, voire trop importantes. Ouais, ouais. Et est-ce que tu penses que... Alors ça, moi, je l'ai vécu quand même parce que l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec le vélo, on peut quand même mettre un volume très important. Et comme on ressent pas, on n'est pas rattrapé en fait par ce côté blessure ou douleur articulaire, etc., on aurait tendance
à passer un petit peu plus dans le surmenage quand même en vélo. C'est plus facile de passer la barrière du trop que en course à pied ou en ultra trail, quoi. Ouais, possiblement. Après, ouais, quoi, l'activité professionnelle et familiale fait qu'il n'y a pas la place pour en faire trop, donc c'est très bien. Euh, Préparation physique, t'en as fait, t'en fais encore ou pas du tout? Musculation, renfo, ou c'est pas trop ton Non, dada? c'est pas trop mon dada, ça l'a jamais été. Et voilà, on va dire ça. Donc Globalement, même à tes grandes années de trail, tu faisais pas de non, renfo? non, Ok. non. Après, ça, même si ça remplace pas complètement, mais d'habiter à la montagne, le renfort se faisait un peu naturellement, avec du travail bâton en montée. Voilà, ça, j'en faisais pas. Après, avec les années qui passent, je me rends compte que ce serait bien que je m'y mette, pas pour renforcer le dos, pour éviter que certaines choses se mettent en place ou garder un peu de dynamisme, faire du travail de pied, un peu de pliométrie. Mais comme je disais, le sport maintenant est devenu vraiment un loisir où j'ai envie de m'amuser. Ça me plaît pas, donc j'en fais. Ok, ok. Pour un petit peu les conseils pratiques, si quel conseil tu donnerais justement à un simple, hein, à un ultra-trailer souhaitant se lancer dans l'ultracyclisme et inversement à un ultracycliste qui souhaiterait se lancer dans l'ultra-trail, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, dans un sens, du trail au vélo, je lui dirais, vas-y, n'aie peur de rien. Globalement, si tu es bien assis sur ton vélo, ça va bien se passer. Un ultracycliste qui peut passer au trail, je lui dirais, prends le temps, ça va être dur et tu vas avoir mal. Donc voilà, la transition sera pas aussi rapide. Parce qu'on voit des super athlètes en vélo, c'est plus penser à Julien Absalon, quoi, avec le palmarès Oui, qu'il a et oui. le temps qu'il a mis pour vraiment être à un niveau qui est le sien en trail. On voit que ça a été difficile, quoi. Et pourtant, ça reste un athlète exceptionnel avec des qualités hors normes, ça j'ai aucun doute. Mais ça a été très difficile sur ses premiers trails. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Il n'a pas eu, malgré que ce soit, comme tu dis, un grand athlète olympique, etc. C'est pas du tout quand même la même spécificité, quoi, tout simplement, quoi, hein. Euh, Au niveau fatigue, récupération après un ultra comme ça, bon, tu l'as dit tout à l'heure, l'ultra trail demande beaucoup plus de ressources, mais dans la récupération, tu sens que le temps est allongé, pardon. Euh, et aussi au niveau digestif, retrouver un petit peu toutes ces facultés. C'est vrai qu'en vélo, il n'y a pas tous ces chocs répétés. Donc la fenêtre, elle est beaucoup plus élargie selon toi? En fait, pour moi, les durées vont être assez similaires d'un point de vue physio, fatigue. L'avantage de l'ultra trail, c'est que tu es tellement pété musculairement que t'as pas envie de refaire quelque chose tout de suite. Donc la récup, elle va s'imposer. On va pas chercher parce que mal aux jambes, vraiment c'est difficile. En vélo, c'est vraiment le piège. Et moi, je m'en suis rendu compte. La Biking Man en Corse, j'ai fini, je sais plus, c'était 7-8 heures du matin. J'ai fait la siège, j'ai fait une grosse nuit. Le lendemain, j'étais en Corse, il faisait beau, je suis allé faire 100 bornes de vélo parce que j'avais mal nulle part et j'étais même content de remonter sur mon vélo pour aller me balader. Après Graalps, j'y étais avec ma femme le lendemain de la course. Je finis la course, il est 21 heures. Le lendemain matin, on est allé faire une rando à pied parce que tout va bien. Euh, et lorsque en ultra trail, le lendemain, le surlendemain, pendant 4 jours, tu fais pas grand-chose. Donc c'est un peu le piège de l'ultra vélo, je trouve. La récupération est presque trop rapide, mais du coup, on a envie de reprendre vite, mais je pense que d'un point de vue physiologique, fatigue profonde, et pour ça, je regarde pas mal la variabilité de la fréquence cardiaque, le temps que l'organisme, d'un point de vue métabolisme, récupère, je pense qu'il est assez proche sur les deux. Et globalement, pour moi, c'est presque un mois hein, de récupération, pas sans activité, mais pour récupérer toutes ses capacités, tout remettre en ligne, c'est presque un mois après un ultra à pied ou un ultra vélo. Et là, faut être vigilant parce qu'on a l'impression que on va bien très vite, mais c'est pas le Ouais. cas. Et Mm. pour répondre à ta question, d'un point de vue nutrition digestive, autant j'ai aucun problème à pied, j'ai pas de problème en vélo et j'ai pas de problème après la course. Ok, ok. Et même il y a des années, quand la nutrition n'était pas aussi développée, la nutrition sportive, hein, tu raisonnais déjà en termes de grammes de glucides par heure ou c'était plus au feeling quand même?
Ouais, j'ai commencé une de mes premières courses 2009 à la Diag, un gel toutes les 40-45 minutes, hein, donc ça a été plus de 30 gels sur la course. Donc je raisonnais pas en termes de glucides, mais c'était un gel toutes les 40 minutes plus 1 demi-litre de boisson. Donc Ouais, j'étais donc, déjà, je pense, aux alentours des 60 grammes par heure à l'époque. ok. Et pour moi, entre 60 et 80, même sur un ultra à pied, c'est largement suffisant. Je vais pas assez vite pour prendre 100 grammes ou 120 grammes de glucides par heure. Ouais, puis au risque, voilà, on parle vraiment de stratégie agressive, au risque justement de développer des troubles digestifs, alors que là, quand tu as une stratégie qui est un peu plus conservatrice, on va dire, globalement, tu risques moins quand même. Il vaut mieux avoir un grammage un peu plus faible et le tenir tout au long de l'effort que de vouloir en mettre beaucoup et puis ne le faire que 4, 5 ou 6 heures et puis après ne plus pouvoir s'alimenter, quoi. Oui, et il faut surtout en avoir besoin. Ouais, Parce que si on les consomme pas, les 100 grammes ou 120 grammes de glucides, à part nous rendre malades, ils serviront à rien et ça va pas augmenter la performance, quoi. Je pense que là-dessus, il y a une mode, mais il y a aussi une mode et un manque de compréhension des gens. C'est pas plus on mange, plus performant on sera. Une voiture, si on la gave en gasoil ou en essence, elle va pas être plus faire performance, elle va s'encrasser, elle le sera moins performante. Et nous, c'est pareil. Et quelqu'un qui est capable de consommer les 120 grammes de glucides ou même plus pour certains, c'est des athlètes qui sont dans des zones d'intensité d'effort qui sont vraiment, vraiment élevées. Tout à fait, tout à fait, ouais. Euh, Si tu pouvais corriger une seule idée reçue là en ultra-endurance, tu dirais que ce serait quoi? Bah, c'est que c'est inaccessible. Et pour beaucoup, c'est inaccessible parce que faire des longues distances à pied, en vélo, c'est trop difficile. Et je pense que réellement, pour moi, c'est plus facile de faire un 100 km en mode à pied, en mode de plaisir, que de faire un marathon en mode chrono. Suffit de mettre les curseurs au bon endroit et démystifier l'ultra-endurance. Et un autre point qui est important, c'est que l'ultra-endurance n'est pas une finalité en soi. C'est Ouais. pas la course à toujours faire plus. Il y a des personnes qui sont pas faites pour faire du long. Il y a des personnes qui n'aiment pas le long. Et ben, tant mieux. Des collègues qui, à 45 ans, n'ont jamais dépassé les 20 kilomètres à pied Mais et ils oui. s'éclatent sur 20 bornes. Ils sont bien plus performants que je l'ai jamais été sur 20 bornes. Et ben, tant mieux. C'est pas une carrière loupée si on n'a pas fait du long ou si on n'a pas fait un marathon. Et ça, je pense que voilà. Et après, d'un côté, c'est pas une finalité, mais je pense que c'est accessible. Et accessible, comme beaucoup de choses dans la vie, quand même se donner un minimum de moyens. Et quelqu'un qui habite dans une région complètement plate, qui veut préparer un ultra de 160 km avec 10 000 mètres de dénivelé, bah, s'il a pas de temps, qu'il bosse 60 heures semaine, qu'il est papa, jeune papa ou une dame qui est jeune maman, bah, peut-être que l'objectif, il est inapproprié maintenant. On pourra peut-être voir un peu plus tard. Et ça, c'est aussi important parce qu'un objectif qui est pas adapté par les ressources qu'on a à l'instant T va créer de la difficulté, de la contrainte dans la préparation, de la difficulté pendant l'effort. Lorsque, en fait, si on met les échéances au bon moment, je pense que tout le monde peut y arriver. Tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec toi sur ce côté. Là, on parle plus de charge mentale du coup, parce que il n'y a pas simplement à l'instant T de la préparation, mais il y a tout ce qui va autour. Quand on n'est pas sportif professionnel, on a la gestion bah, de sa carrière professionnelle, mais de la famille, le lien social, etc., etc. Eh ben, on peut pas tout faire rentrer. Au chausse-pied, quoi. C'est très compliqué quand même, quoi, hein. Donc il faut faire des choix ou se donner les moyens, comme tu dis, de peut-être s'alléger un planning ou de se réserver un temps imparti si on veut aller sur des longues, longues épreuves comme ça, quand même, qui demandent une préparation pour arriver dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, ça fait une petite transition, mais tu vois, on peut des fois assimiler, t'en parlais tout à l'heure, ouais, la course à pied, ça flingue les genoux, etc. Mais est-ce que tu penses que sur le plan de la longévité, il vaut mieux pratiquer de l'ultracyclisme ou l'ultra-trail, ou les deux sont quand même impactants quand même pour l'organisme? En fait, je pense que les deux sont très bien pour l'organisme s'ils sont pratiqués
correctement. Je parlais d'un mois de récupération entre deux épreuves. Eh ben, faut réfléchir et pas vouloir en faire trop et rapidement. Donc, s'il y a de la progressivité, s'il y a des calendriers à peu près équilibrés, moi, je pense que c'est très bien. Quelqu'un qui fait l'ultra, il sera en meilleure santé et tout ira bien mieux qu'un sédentaire. Que ce soit ses Bien articulations, ses sûr. genoux, l'arthrose, il sera en meilleure santé dans 98% des cas. Oui, il y a peut-être 2% des cas qui vont pousser un peu trop, qui vont se blesser, mais pour quelle raison? Le pas de chance, ça arrive. La courbe de progression qu'on a voulu mettre un peu trop rapide, ça arrive aussi. Mais voilà, je pense que c'est plutôt bien pour la santé et pour la tête surtout. En tout cas, pour moi, c'est mon psy du quotidien et sans ça, ce serait compliqué. Et j'ai besoin, moi, de cette activité physique quotidienne. Mais après, comme tu dis, je pense qu'il y a plus de problématiques de santé liées à la sédentarité des gens que de ceux qui pratiquent de l'ultra-endurance quand même, quoi, tu vois. Oui, je pense clairement. Et si on fait les critiques de dire oui, mais vous coûtez cher pour les kinés, pour les etc., suite à vos pathologies. Mais faudrait sortir des bonnes études. Et je pense que la prise en charge à vie d'un sportif et la prise en charge à vie d'un sédentaire, faudrait comparer les chiffres. Je les ai pas, mais je serais intéressé. Ouais. Bon, on va arriver tout doucement à la fin de l'épisode. Quelques petites questions hein, comme ça, un peu pêle-mêle, mais après toutes ces années que tu as passées dans l'ultra, là, maintenant, avec l'ultra trail, l'ultra cyclisme, etc., c'est vraiment le défi, le Graal absolu qui manque et vers lequel tu as envie d'aller, ce serait quoi, là, dans les 5 10 ans à venir encore? Ouais, bah là, je suis encore toujours admiratif et je rêve sur des belles traces quand je vois des Northscape, des courses à travers l'Europe, à travers des continents, sur des distances de 3 à 4 000 kilomètres, et ce côté vraiment aventure. À la fois, ça m'attire et ça me fait peur, parce que pour l'instant, moi, les aventures en vélo, c'est avec tout le confort de la France, ou voilà, Ouais. mais passer dans des zones encore plus, pour moi, qui sont vraiment différentes au niveau culturel et au niveau même pour trouver à manger, réparer un vélo, etc. C'est quelque chose qui à la fois m'attire et pour l'instant me fait peur. Donc peut-être que j'irai, c'est un peu l'inconnu. À pied, on fera encore des ultras, mais il n'y a Le pas... Thor, t'as déjà fait le Thor des géants? Non. Le Thor, je l'ai pris le départ en 2023 et j'ai un genou qui s'est mis à gonfler au 200e, je sais pas pourquoi. Donc le médecin m'a conseillé d'arrêter. Il s'est avéré que c'était une petite tendinite qui avait vraiment fait gonfler le genou et donc j'avais arrêté au 200e kilomètre. Donc problème du Thor, j'y retournerai bien, mais comme on évoquait juste avant, Ouais, le calendrier. j'ai mis les moyens et les ressources avant pour le préparer. Hmm. Et pour moi, c'est passer 2 mois à la montagne. Ouais. Et Et à là, l'heure c'est en pleine actuelle, période UTMB, alors, parce que le Thor, c'est en septembre. C'est voilà. compliqué pour toi de le préparer, quoi. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux pour l'instant et sans regret parce qu'il y a plein d'autres choses à faire. Mais ça fait partie des épreuves à refaire. Faudrait juste, je veux y aller préparé et je pense que c'est du respect envers l'épreuve et envers moi-même. Mais même après, on parle de course, mais ça peut être des choses off, hein. Là, on voit récemment François Daen là, qui bat le record du GR20. Je crois qu'il y a Aurélien Dunant-Palaz là, qui va se lancer aussi sur le GR20. Donc ça, des traces comme ça, un peu en off, ça te donne pas envie, que ce soit en trail ou en vélo? Ouais. En trail, je l'ai déjà fait, hein. J'étais allé sur le GR20. D'ailleurs, François était avec moi pour m'accompagner. Donc, ça date d'il y a pas mal d'années. Donc, je pense que je le referai pas sur des GR comme le GR20 où il y a trop un côté compétitif. Maintenant, c'est y aller pour le record. Après, aller faire un GR20 en quelques jours, pourquoi pas. Je l'ai déjà fait, donc je le referai peut-être pas. Mais là-dessus, je pense que j'irai plus sur des aventures comme ça en vélo. Ok. Et régulièrement, je me dis, tiens, j'ai un week-end de dispo, je prends un train jusqu'à Lille ou Bruxelles et je redescends, quoi. Ou je regarde, là, il y a les diagonalistes, t'as des confréries qui sont un peu bizarres, hein, mais en vélo, ils font toutes les diagonales de la France, quoi. Ouais. Et donc, les diagonales, c'est une ville de départ sur une extrémité, une autre ville à l'arrivée, et en gros, il faut juste relier les deux villes.
Et là, tu regardes les différentes diagonales en France, tu dis, ah, bah, ce serait rigolo de quadriller la France comme ça. Ouais. Ok, ok. Euh, Juste sur la question un petit peu des sponsors, ils te suivent sur les deux disciplines. C'est quoi aujourd'hui? Est-ce que tu as des équipementiers, etc. Ou plus du tout par rapport à avant, comme il y a moins le côté pro, on va dire, en ultra trail justement? En fait, il y a un peu de la continuité. On continue à être équipé par Roca pour les trails. Et après, des autres partenaires comme Baou, bah, en fait, que ce soit sur le vélo, que ce soit en course à pied, bah, ils s'y retrouvent avec mon retour d'expérience. Snow Leader, c'est un peu la même chose. Val Thorens, c'est un peu la même chose quoi, pour les partenaires principaux. Bah, ici, ils s'y retrouvent en fait dans cette activité et je mets à profit bah, mon expérience et mon expertise pour les accompagner eux également. Ok, ok, ok. La question qu'on te pose jamais, mais qu'on devrait te poser. Hmm. Bah, en fait, tu l'as presque posé, en tout cas j'y ai répondu peut-être sans que tu me la poses, mais c'est le pourquoi tu cours et pourquoi tu fais du vélo longue distance et pourquoi tu le fais encore. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et la base, c'est que je suis un passionné bah, d'aventure et de défis pour moi-même et des découvertes. Et c'est un truc bah, qui me anime depuis, je pense, quasiment tout le temps, peut-être un héritage familial, mais que depuis que j'ai 12 ans ou 13 ans, j'ai toujours aimé ces grandes aventures, plus que le côté compétitif, d'ailleurs. Ok, ok. Et puis dernière petite question, qu'est-ce que tu vois, alors je sais pas si tu es un grand lecteur ou que tu t'intéresses à des choses comme ça, mais si tu aurais des ressources, des livres, des recommandations personnelles, même un invité, etc., qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce qui t'inspire ou qui t'a inspiré? Et en fait, aujourd'hui, j'aurais du mal à citer des noms, mais je suis pas très musique, clairement, mais sur énormément de sorties en endurance, sorties longues, j'écoute énormément de podcasts. Et des podcasts en ultra-vélo, des podcasts en course à pied. Et globalement, je pense que je suis baigné dedans. J'ai fini ma sortie vélo, ma sortie à pied. Je me rappelle même plus le premier que j'ai écouté. Mais, mais en fait, je pense que ça nourrit d'une culture générale et globale. Et j'adore ça, quoi. Et écouter des podcasts sur la nutrition d'Anthony Berthoud, par exemple, Hmm. je trouve ça génial. Et à la fin, je me dis, il a quand même mis beaucoup de mots compliqués et j'ai pas tout compris. Mais le message global, je pense l'avoir compris et ça m'ouvre en fait de manière différente pour appréhender bah, la nutrition. Et pareil, l'ultra vélo, quand j'y connaissais rien, j'écoutais plein de comptes rendus de courses d'ultra vélo de plein de personnes différentes et quels que soient les niveaux. Et ça m'a beaucoup appris sur des erreurs à ne pas faire. Ça m'a eu fait sourire parce que je me dis, ça, je le ferai pas quand même. Mais bon, il y a des choses, je les ai faites quand même. Mais et du coup, je pense que d'écouter les expériences des autres, je pense que c'est vraiment vraiment important parce que on a à apprendre de tous. Et du coup, sur l'ultra vélo, l'ultra trail, écouter des comptes rendus de personnes qui ont mis 2 fois plus de temps que moi, je trouve ça passionnant. Ah ouais, mais je te rejoins complètement. Je suis un énorme consommateur de podcasts et je trouve que chaque fois il y a un angle différent selon les retours d'expérience et on tire chaque fois une épingle de la discussion et ça nous sert pour la suite, quoi, hein. Ben, Julien, je te remercie pour ta venue, pour tes conseils, etc. C'était très intéressant. Là, on sait que tu vas être bah, très pris par l'UTMB, mais pour cette fin d'année, là, tu as des épreuves sportives au programme ou pas du tout? Et ben, du coup, en septembre, j'ai un 100 km sur un événement UTMB où je vais à la fois pour travailler et j'en profite pour courir. Donc à Great Wall en Chine. Ah oui, Et d'accord. après, c'est un peu lié les deux, hein. Il y a des conférences d'European Athletics qui ont lieu à Porto fin novembre, si je dis pas de bêtises, ou fin octobre. Et je suis inscrit au marathon de Porto. Donc Ah ouais, là, tu fais voilà. le grand écart, quoi. Ouais, mais de la même manière, bon, bah, il y a 2 ans, j'avais un objectif, je voulais passer sous les 2:30 au marathon.
me suis cassé les dents sur la fin. Donc, j'ai pas réussi. Donc là, maintenant, je sais que si je vais sur un marathon, j'ai plus cet objectif-là. Donc, ce sera beaucoup plus facile. Ok. Bon, ben, écoute, on va suivre tout ça. J'invite les auditeurs à te suivre sur tes réseaux sociaux, etc. Et puis, ben, on te souhaite bon courage là pour le rush qui arrive, parce que c'est dans quoi, une petite dizaine de jours là, le départ de l'UTMB? Ouais, ouais, bah ça commence dans pile une semaine, hein. Les premières courses démarrent le lundi 24. C'est Ça quoi? C'est arrive la très. TDS, la première? Non? La première qui part, c'est la PTL qui part le lundi Oui. matin, après la MCC le matin et la TDS le lundi soir. Donc il y a trois courses qui démarrent dès lundi prochain. Ok. Bon, bah écoute, Julien, bon courage. On va suivre ça. Ton petit. Ah si, quand même. Le petit pronostic pour cette année. Tu as le droit de le donner quand même. Ouais, ouais, ouais. Pour l'UTMB. On va juste l'UTMB. Ouais, ouais. Hommes et Non, femmes. ouais, ouais. Et donc, je pense que Ruth peut en mettre un deuxième UTMB à son actif. Je pense aussi. Et sur l'UTMB, Ben Diman pourrait améliorer sa deuxième place en première. Ce serait les deux grosses cotes de mon côté, mais des courses hommes et femmes qui restent très ouvertes, hein. On a des top Oui. 10 qui sont hyper denses. Donc s'il faut donner un nom, j'en donne un, mais on est sur des top 10 très denses et ça va être chouette à suivre. Bon. Merci, Julien. Bonne fin de journée à toi. Et Eh puis, ben, merci à toi bah, aussi. à très bientôt.